Bonjour et bienvenue à Paléopolis. Lorsque l'on parle de préhistoire, la majorité du temps, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les dinosaures. Pourtant, bien des choses se sont passées auparavant. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Notre histoire commence à la fin du Précambrien. Précambrien qui est la plus longue période qu'a connue notre planète. Cette période, qui représente à elle seule 80% de la vie de la Terre, a vu la formation de la planète, des continents et des océans. Durant cette longue période, les premiers organismes vivants apparaissent. Ce sont des organismes unicellulaires microscopiques nommés prokaryotes. Nous les appelons plus communément des bactéries. Certains de ces organismes, les cyanobactéries, se regroupent en colonies pour former des stromatolites et développer la photosynthèse, à l'image des végétaux actuels. Le résultat de ce processus est l'émanation d'un gaz que nous connaissons bien, l'oxygène. Et durant les 2 milliards d'années suivantes, ces minuscules bactéries vont produire l'oxygène qui constitue l'atmosphère. C'est aussi au cours du Précambrien, il y a 2 milliards d'années environ, qu'apparaissent les eucaryotes, des organismes à une seule cellule compartimentée. Les eucaryotes sont caractérisés, entre autres choses, par la présence d'un noyau abritant l'ADN. Les cellules eucaryotes sont à l'origine de toutes les formes de vie animale et végétale que nous connaissons aujourd'hui. Dès la fin du Précambrien, au cours de la période nommée Édiacarien, les premiers fossiles d'êtres vivants multicellulaires commencent à apparaître en nombre. Il s'agit de la faune d'Ediacara, des organismes à corps mou. La Terre était à un tournant décisif de son histoire. La diversité du vivant était sur le point d'exploser à une variété de formes plus incroyables les unes que les autres. Ainsi débute l'ère paléozoïque. L'ère paléozoïque va durer environ 290 millions d'années et se diviser en 6 périodes. Le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. Vu que ce n'est pas très simple à retenir, un célèbre paléontologue américain du nom de Stephen Jay Gould a trouvé un terme mnémotechnique, vinicole, le Cahors île des Capes. Cahors étant une commune productrice de vin du sud de la France. Cahors île des Capes. Donc nous voilà au début de l'ère paléozoïque. Nous sommes au Cambrien il y a environ 540 millions d'années. La vie se limite à de simples bactéries, des éponges, des algues et autres organismes visqueux ayant fait leur apparition à la fin du Précambrien durant la période édiacarienne. C'est au cours du Paléozoïque que la vie va réellement prendre son essor. Mais non sans mal, car cette ère va connaître, et à plusieurs reprises, de grandes extinctions massives. Il y a 540 millions d'années, le supercontinent rhodinien, apparu au Précambrien, vient de se fragmenter. Le territoire qui correspond à la France est alors partagé entre 2 continents, l'un au nord et l'autre au sud. Sur cette terre aride, il n'y a pas âme qui vive, c'est totalement stérile, un véritable spectacle de désolation. Cependant, dans les océans, la vie s'épanouit de façon extraordinaire, à tel point que l'on nomme ce moment l'explosion cambrienne. En effet, dans les océans, l'évolution avance à grands pas. Outre les éponges, une multitude d'animaux plus étranges les uns que les autres font leur apparition. De véritables extraterrestres, dirait-on aujourd'hui, à la vue de ces créatures. C'est dans cette pléthore d'animaux qui pullulent sur les fonds marins qu'apparaissent les mollusques, les coquillages brachiopodes et les premiers arthropodes, tels les trilobites, animaux qui devaient être les proies de celui que l'on pense être le premier superprédateur, le fameux Anomalocaris. Parmi ces étranges créatures se trouve entre autres celui qui, pense-t-on, est à l'origine de tous les futurs vertébrés, le dénommé Pikaia. Le premier animal à posséder une proto-épine dorsale faisant de lui sans doute l'un des premiers représentants de la grande famille des vertébrés. Quelques 40 à 50 millions d'années plus tard, nous voilà à l'Ordovicien. Nous sommes il y a à peu près 490 millions d'années. Les continents continuent leur dérive. La fracture du continent rhodinien a donné lieu à un nouveau supercontinent, le Gondwana, qui occupe à lui seul une grande partie de l'hémisphère sud. Les autres continents, plus petits, continuent à glisser doucement vers le nord, et à terme finiront par se regrouper et former un nouveau continent.
Dans le gigantesque océan de l'Ordovicien, outre les trilobites qui sont légion, apparaissent les nautiloïdes, des mollusques vivant au sein d'une coquille. Certains sont enroulés sur eux-mêmes et d'autres sont tout en longueur, comme le puissant orthocère, l'un des plus grands prédateurs de l'Ordovicien. Apparaissent aussi les premiers arthropodes prédateurs, les terrifiants scorpions de mer. Sur la terre ferme, toujours rien, si ce n'est quelques lichens. Vers la fin de l'Ordovicien, la Terre subit un coup rude. C'est la première extinction massive de l'histoire. 60 à 70% des espèces animales auraient été éradiquées des océans. La théorie la plus répandue est celle du sursaut gamma. Une théorie qui suppose que la Terre aurait été frappée par une vague de radiation gamma issue d'une supernova. Cette irradiation aurait alors provoqué des changements dans l'atmosphère, entraînant une dégradation de la couche d'ozone et un assombrissement global de forte ampleur, causant ainsi une période de glaciation. Heureusement, cette période glaciaire sera assez courte, environ 20 millions d'années. Et certaines formes de vie, comme l'astrapis, un ancêtre des poissons modernes, va survivre à la catastrophe abritée au fond des océans. Il nous faut attendre le Silurien, il y a 443 millions d'années, pour voir un changement notable sur la planète. La valse des continents suit son cours. Au nord du continent Gondwana, les plus petits continents ont fini par se rejoindre et le futur continent Laurussia commence à prendre forme. Lorsque la glaciation prend fin, la fonte des glaces fait remonter le niveau des océans, ce qui permet à certaines espèces de se développer. C'est le cas des scorpions de mer, les euryptérides. Ils deviennent ainsi les plus grands arthropodes de tous les temps. Certaines espèces atteignent la taille terrifiante de 3 mètres de long. À leur côté, on voit l'apparition des premiers placodermes, de puissants poissons cuirassés qui désormais possèdent une mâchoire. Apparaissent aussi les premiers poissons cartilagineux, ancêtres des chimères, requins et autres raies, ainsi que les poissons osseux. Parmi ces poissons osseux primitifs, il y a les poissons à nageoires charnues, les premiers sarcoptérygiens, dont nous-mêmes et les sélacantes actuels sommes les descendants. C'est de cette lignée que seront issus plus tard les amphibiens, les premiers à fouler la terre ferme. Les millions d'années passent et nous amènent au Dévonien. Nous sommes il y a à peu près 416 millions d'années, et la Terre est une véritable planète océan. Les deux supercontinents, Laurussia et Gondwana, glissent vers le nord tout en se rapprochant l'un de l'autre. La future Pangée est en formation. Sur les terres, pour la première fois, la végétation est abondante. Les températures sont chaudes et humides et les insectes prolifèrent. Ils sont les seuls à vivre sur la terre ferme, pour le moment. Dans les mers, les récifs coralliens s'étendent sur des millions de mètres carrés et la vie tout autour s'épanouit. Les fonds foisonnent de coquillages bivalves et autres trilobites. Les nautiloïdes nagent au gré des courants et les poissons sont les prédateurs dominants. Certains, comme les terrifiants Dunkleosteus, apparus au Silurien, ou encore l'Ineria, atteignent des tailles impressionnantes et sont très certainement les seigneurs des mers du Dévonien. Toutes les bonnes choses ayant une fin, cette période faste pour la vie va se terminer tragiquement. Dans la dernière époque du Dévonien va avoir lieu la seconde extinction massive de l'histoire, et elle va s'étaler sur des millions d'années. Dans les entrailles de la Terre, sous la Sibérie actuelle, un océan de magma est en effervescence, prêt à exploser. Un panache géant se forme, il se détache de la matière magmatique et, prêt à exploser, il perce la croûte terrestre. Des gaz surchauffés sont expulsés des profondeurs de la Terre. L'eau se met à bouillir, les tremblements de terre sous-marins détruisent les récifs, les éruptions sont démesurées. Des milliers de tonnes de roches en fusion se déversent dans les océans. La Terre finit par manquer d'oxygène, elle est littéralement étouffée. La faune marine est totalement dévastée. Le panache empoisonne l'océan et bon nombre d'espèces n'y survivent pas. Les températures montent en flèche, les océans se réchauffent atteignant les 30 degrés à l'équateur. C'est la désolation, le milieu aquatique se meurt. La planète se vide littéralement de ses entrailles, c'est l'enfer sur Terre. Adieu trilobites, adieu placodermes, c'est l'hécatombe. 250 000 ans après la première éruption, la Terre continue à déverser du magma. L'atmosphère est saturée de dioxyde de carbone. Et comme la vie trouve toujours son chemin, un arbre, le premier arbre en fait, l'Archéoptéris, va en profiter pour envahir le milieu continental et recouvrir la surface de la Terre.
C'est probablement grâce à ces premières forêts qu'à l'époque, le taux de CO2 est enfin redescendu. À ce moment de l'histoire, les poissons à nageoires charnues ont développé des poumons. D'abord pour la flottaison, puis pour respirer. Ensuite, lorsqu'ils ont colonisé des milieux d'eau peu profondes, leur corps s'est aplati. Et à force de patauger de mare en mare pour échapper aux sécheresses, leurs nageoires charnues sont devenues des bras et des jambes. Ainsi sont-ils devenus les premiers vertébrés à vivre sur le milieu continental. Ce sont les tétrapodes, ou les amphibiens. De plus, sur Terre, ils découvrent une nouvelle source de nourriture, les insectes. Les scorpions, eux, de leur côté, sont sortis de l'eau et ont été rapidement rejoints par les araignées il y a bien longtemps. Ils étaient déjà, avant les insectes, les maîtres sur Terre, bien avant l'arrivée des amphibiens. Comme je vous l'ai déjà dit, les premières forêts se développent à la fin du Dévonien, produisant une grande quantité d'oxygène. Elles stockent aussi le CO2 sous forme de carbone dans le sol. C'est la formation du charbon qui donnera son nom à la période suivante, le Carbonifère. Le salut vient donc des végétaux produisant de l'oxygène. Les températures finissent par se stabiliser, les saisons réapparaissent et la vie se diversifie à nouveau. Néanmoins, cette extinction a emporté entre 50% et 70% des espèces. Nous entrons donc au Carbonifère, cinquième et avant-dernière période du Paléozoïque. Celle-ci débute il y a quelques 360 millions d'années en arrière et va durer à peu près 60 millions d'années. Côté géologie, les deux continents Laurussia et Gondwana forment désormais un nouveau supercontinent, la Pangée. Un gigantesque continent esselé est totalement entouré de l'immense océan Pantalassa. Les deux moitiés séparées du territoire français sont maintenant réunies. Ce continent unique est parcouru par une chaîne de montagnes gigantesques, la chaîne hercynienne, dont les Ardennes, le Massif central et l'Armorique sont les cicatrices encore visibles aujourd'hui. Dans les mers, la plupart des espèces apparues au Dévonien ont disparu. Quelques trilobites subsistent, mais ce sont les échinodermes, les cousins des oursins et étoiles de mer. Les coquillages brachiopodes qui sont les plus nombreux sur les fonds marins. Sur Terre, l'ambiance est marécageuse. Il y fait chaud et humide, un contexte idéal pour les amphibiens apparus au Dévonien. Enfin, chaud et humide, tout au moins à l'équateur, parce qu'au pôle, c'est la glaciation. Les fougères qui prospèrent depuis la fin du Dévonien se sont incroyablement développées et ont conquis les terres du Carbonifère, atteignant des hauteurs sans précédent. Tous ces végétaux émettant de l'oxygène en grande quantité font grimper le taux d'oxygène. Il s'élève jusqu'à 30%, contre 21% de nos jours. D'autre part, ils ont évolué. Désormais, on voit apparaître les premiers arbres à graines et à écorce, tels les conifères. Ce sont à tous ces végétaux qui se sont décomposés dans les sols que nous devons le charbon que nous utilisons depuis la révolution industrielle. Le charbon étant une roche carbonée, c'est bien sûr de là que vient le terme carbonifère. Le Carbonifère, c'est aussi l'époque des arthropodes terrestres géants, comme la Méganora, une libellule de plus de 60 cm d'envergure. Des scorpions de 75 cm rampent aux côtés des énormes araignées. Et des mille-pattes gigantesques atteignent plus de 2 mètres. C'est le règne des arthropodes terrestres. Ils sont les prédateurs incontestés de cette période. Et leurs proies sont les amphibiens apparus au Dévonien. Pour se reproduire, les amphibiens, comme les grenouilles, sont obligés de pondre dans l'eau. Mais un peu plus loin, à l'intérieur des terres, apparaît une nouvelle lignée, les amniotes. Ces derniers ont développé le sac amniotique, leur permettant ainsi de s'affranchir de l'eau et de pondre des œufs à coquilles sèches sur la terre ferme. Ils engendrent ainsi les premiers reptiles. Un peu plus tard, au Carbonifère supérieur, les amniotes se divisent en deux groupes. Les sauropsides, dont seront issus plus tard les dinosaures et encore plus tard les oiseaux, et les synapsides qui regroupent les pélicosaures et les thérapsides. Reptiles que l'on appelait autrefois reptiles mammaliens, et dont les mammifères en sont les descendants. Qui l'eût cru, nous sommes des descendants des reptiles. Ce sont ces reptiles qui régneront en maître dès la période suivante, le Permien. Le Carbonifère prend donc fin il y a 300 millions d'années, ce qui nous amène au Permien, dernière période de l'ère paléozoïque. Celle-ci débute donc il y a environ 300 millions d'années et va s'étaler sur quelques 50 millions d'années pour s'achever en totale apothéose. Géologiquement parlant, la Pangée est totalement formée, mais sa formation a quelque peu changé l'environnement. Les marécages et autres forêts denses et humides du Carbonifère ont cédé la place à un monde de désert aride.
La chaîne hercynienne s'est fortement érodée, générant d'immenses quantités de sédiments rougeâtres. Autant le sud est glacé, autant au centre du continent, le climat est sec et aux températures très variables, avec des écarts de température très importants, oscillant entre 0 et 40 degrés Celsius. C'est donc dans ce climat quelque peu antipathique que dominent nos ancêtres directs, les synapsides, ou reptiles mammaliens. Il s'agit des premiers grands prédateurs et grands herbivores terrestres de l'histoire. Les premiers reptiles issus de la lignée des synapsides, les pélycosaures, sont toujours des animaux à sang froid. Certaines espèces très emblématiques comme le dimétrodon étaient munies d'une voile dorsale qui devait leur permettre de capter un maximum de chaleur ou au contraire de se rafraîchir selon les besoins. Cependant, ceci est toujours une hypothèse à confirmer. Donc, nous avons d'un côté les pélycosaures, très reptiliens comme le dimétrodon carnivore ou encore les daphosaures, herbivores, et de notre côté nous avons les thérapsides, ressemblant davantage aux mammifères, à l'image des dicynodontes, comme le petit dictodon, et bien entendu leurs prédateurs, les terribles gorgonopsiens. C'est certainement sous l'influence de la rudesse de ce climat que les thérapsides vont voir apparaître les traits anatomiques qui nous caractérisent en tant que mammifères. Un sang chaud stabilisant la température du corps et une couche de poils isolant pour retenir la chaleur du corps. Là où les lézards et autres reptiles ne peuvent chercher de la nourriture et être actifs que quand la température extérieure est suffisamment clémente, les synapsides, eux, chassent et broutent en continu. Et tout ce petit monde mène sa vie plus ou moins paisiblement jusqu'au jour où tout bascule. C'est la troisième extinction massive, la plus mortelle pour les espèces animales et végétales. On dit que cette crise serait l'effet d'une réaction en chaîne de plusieurs événements qui auraient éradiqué environ 96% de la vie animale sous-marine et 75% des espèces terrestres. Cela commence par un impact de météorite dans l'hémisphère sud sur le site de Bédout, au nord-ouest de l'Australie actuelle. Cet impact par effet de contre-choc se fait sentir du côté diamétralement opposé, créant un point chaud dans le manteau terrestre sous la province qui porte le nom de Traps de Sibérie. Sous la croûte terrestre, d'énormes colonnes de magma remontent vers la surface et, sous la pression, le sol se déchire, laissant apparaître des failles de plusieurs centaines de kilomètres, d'où se déversent des flots de lave. Les volcans crachent des millions de tonnes de roches, de poussière et de lave. La région est un énorme brasier. Les scientifiques appellent cela un épanchement basaltique ou encore une coulée basaltique massive. Et cela va s'étaler sur une période d'environ 60 000 ans. Cet épanchement, dit-on, recouvre 2 millions de kilomètres carrés, soit l'équivalent de l'Europe sous une épaisseur d'environ 3 km. Le dioxyde de soufre émis par les volcans, mélangé aux nuages, provoque des pluies acides qui ravagent la flore terrestre. Le ciel se voile, les températures s'effondrent, entraînant la disparition de milliers d'espèces animales et végétales. Un hiver volcanique s'installe pour des décennies, et lorsque le ciel se dégage enfin, les gaz émis empoisonnent l'atmosphère. Un autre gaz a été rejeté par les Traps de Sibérie, le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Ce gaz à effet de serre s'accumule dans l'atmosphère qui enveloppe la Terre. Sur une période estimée à environ 10 000 ans, la température globale de la planète s'élève de plusieurs degrés. Les herbivores, tels les scutosaures, meurent de faim et leurs prédateurs carnivores s'éteignent faute de proie. La chaîne alimentaire est brisée. Environ 45 000 ans plus tard, les gaz à effet de serre ont réchauffé l'ensemble de la planète et par effet de cascade réchauffé les océans. Par ailleurs, suite aux grandes chaleurs provoquées par les éruptions, les océans sont en manque d'oxygène, ce qui va propager l'extinction aux océans, où les espèces marines sont les plus menacées. Sous l'effet de la chaleur, au fond des océans, les hydrates de méthane qui sont maintenus à l'état solide par la pression et les basses températures retrouvent leur état gazeux et libèrent leur méthane. Le méthane est lui aussi un gaz à effet de serre très puissant, jusqu'à 10 fois plus que le CO2. La température globale de la planète augmente à nouveau. L'effet sur la faune restante est dévastateur et la concentration de gaz dans les océans élimine en grande partie la faune et la flore marine. Cette extinction est si nette dans les archives géologiques et a tellement bouleversé l'histoire de la vie sur Terre que les scientifiques ont choisi de placer ici la fin de la grande ère du Paléozoïque. Il faudra attendre encore environ 80 000 ans avant que la vie reprenne ses droits sur Terre.
C'est la fin de l'ère qui a vu apparaître et se diversifier les organismes à coquilles et à squelettes. Mais ce sera bientôt le début d'une nouvelle ère, celle des reptiles géants, le début du règne des dinosaures. Mais cela est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente visite de Paléopolis.